Bonjour Céline Leroy, merci d'être parmi nous pour évoquer votre traduction de Déborah Lévy, Le coût de la vie et ce que je ne veux pas savoir. Je suis très curieuse, j'aimerais savoir comment vous avez été en contact avec Déborah Lévy, en tout cas son œuvre, et qu'est-ce qui vous a donné l'élan ou le désir de la traduire. Bonjour Anne-Lise, d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Alors, ce qui s'est passé pour Déborah Lévy, ça m'a changé un petit peu de ce qui se passe d'habitude. En général, on me propose un texte et de temps en temps, il m'arrive moi aussi de proposer un texte. Et là, ça s'est passé un petit peu différemment, c'est-à-dire que j'ai entendu beaucoup parler du texte de Déborah Lévy, le premier en fait, celui qui est devenu Ce que je ne veux pas savoir en français, donc le premier volume de la trilogie. Je le voyais un petit peu partout sur les réseaux, les gens en parlaient pas mal. Hein. J'ai lu pas mal d'articles aussi et j'étais un petit peu curieuse, mais aussi légèrement méfiante de voir autant d'enthousiasme, ce qui est je pense que j'étais un petit peu snob sur ce coup-là. Mais donc en allant dans une des librairies parisiennes anglophones, je suis tombée sur le livre et je me suis dit bon allez, je vais l'acheter, je vais le lire, je vais me faire mon opinion et puis je pourrais passer à autre chose. Hein. Et je l'ai lu et ça a été un choc à plusieurs égards, hein, dont on parlera peut-être un peu après. Hein. Mais je l'ai lu, j'ai tout de suite eu envie de le traduire, hein, sauf que j'étais extrêmement prise en fait à ce moment-là. J'ai aussi beaucoup pensé aux éditions du Sous-sol. Je pensais que ça pouvait leur correspondre et les intéresser. Je n'avais absolument pas le temps de me lancer tout de suite dans le texte. J'avais beaucoup déjà de livres devant moi et je n'étais pas sûre que ça soit forcément une bonne idée de leur en parler. C'est pour leur dire je peux m'y mettre que dans un an. Et voilà, le temps a passé, justement un an a passé, hein, et j'étais à New York à ce moment-là. Et tous les matins, j'allais travailler au café sur la traduction en cours. Et je reçois un mail de Marine Duval, hein, l'éditrice à ce moment-là des éditions du Sous-sol, qui travaille avec Adrien Bosque, hein, et qui me dit, écoute, je viens d'acquérir 2 textes d'une écrivaine britannique absolument extraordinaire. Je ne sais pas si tu la connais, mais je pense qu'elle te plairait énormément. Je pense que ce texte est fait pour toi et j'aimerais qu'on retravaille ensemble. Hein. Et quelle n'a pas été ma surprise de découvrir qu'il s'agissait de Déborah Lévy et de Ce que je ne veux pas savoir et du coût de la vie. Et voilà, ça a été un grand moment. Enfin, ça m'a presque un peu choquée en fait, comme s'il y avait eu quelque chose qui me dépassait un petit peu sur ce coup-là, mais d'une entente et d'une compréhension très fine finalement avec les gens avec qui je travaille, et ça m'a beaucoup touchée et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'était un bel alignement des planètes, et cet alignement des Ouais. planètes a abouti à un beau succès, une belle mise en avant de son œuvre en France, puisqu'elle a obtenu le prix Femina pour les 2 traductions que vous signez. Comment est-ce que vous expliquez que jusque-là, elle qui avait déjà une œuvre, entre autres théâtrale, mais aussi déjà des œuvres romanesques, n'avait pas été plus traduite? Il existe juste une traduction, à ma connaissance, faite en 2015 par Pierre Ménard. Qu'est-ce qui fait que les éditeurs francophones ne s'étaient peut-être pas intéressés à elle jusque-là? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Je crois, si je ne me trompe pas, que Déborah était quelqu'un de très reconnu, hein, qui connaissait des succès critiques en Angleterre, hein, qui était connu pour son travail de dramaturge théâtral. Hein, et mais que même en Angleterre, elle n'avait pas forcément connu des énormes succès populaires. Hein. Et mais que par ailleurs, enfin, succès critique et aussi souvent sélection dans les très grands prix littéraires britanniques. Donc elle était connue, mais peut-être pas lue de manière très elle était peut-être pas très reconnue au niveau du grand public britannique, hein, et qu'il y a avec ces 2 textes-là quelque chose a changé parce que aussi les textes sont différents. Déjà la nature, hein, puisque ce sont des textes autobiographiques. Hein,
mais aussi dans la forme, même si on retrouve énormément de connexions entre ces romans et ces textes autobiographiques. Mais les textes autobiographiques sont plus, je dirais, plus directs, hein. Et je pense que c'est là que ça a explosé vraiment en Angleterre, hein, puis après aux États-Unis, et que l'intérêt a été renouvelé auprès des éditeurs français. Vous nous le dites bien, ce texte a une forme très particulière. Comme vous le savez, ici au Festival Passeportin, un des fils rouges, c'est Women and Power. Qu'est-ce qui, selon vous, tant du point de vue de la forme que du fond, fait de Deborah Levy une autrice puissante? Alors, je pense une des choses, hein, ce que j'ai remarqué en tout cas dans le retour des lecteurs, des critiques, hein, c'est que ces livres qui sont pourtant extrêmement courts, hein, ont énormément de points d'entrée. Souvent dans les critiques et aussi dans les retours de lecteurs, hein, les gens me parlaient de choses très différentes sur le livre, de points particuliers des différents livres, hein, et que ce réseau en fait qu'elle crée d'idées, d'anecdotes, d'images, d'objets aussi qui traversent les textes font que c'est plus facile pour un plus grand nombre de personnes de s'approprier en fait le texte, et c'est une des choses qui fait sa puissance. Mais aussi dans cette capacité aussi à rendre hommage aux gens qui l'ont formée, et de manière très simple et très directe. Elle ne se cache pas quand elle parle des gens envers qui elle a des dettes littéraires, hein. Et je pense que c'est cette sincérité, cette simplicité, cette humilité aussi qui en fait la rend très forte, et qui fait que les gens sont tout de suite touchés et peuvent aussi s'y reconnaître, hein. Cette façon personnelle, hein, et l'historique, on voit dans le premier volume notamment, où ça part. Moi, j'ai été très surprise à la lecture du premier. On commence avec quelque chose d'extrêmement intime, d'une femme qui est en dépression en fait, hein, et qui va ensuite revenir en arrière pour parler de son enfance, et on va se retrouver dans l'Afrique du Sud en plein apartheid, avec des questions vraiment politiques et fondamentales, hein, qui ont irrigué le XXe siècle, et qui peuvent aussi nous toucher, hein, par d'autres biais. Les questions du racisme, malheureusement, on y est tous confrontés. Donc voilà, il y a tout ce réseau de choses qui font que elle a du coffre en fait. Du coffre et une certaine férocité, j'ai envie de dire, quelque part. Elle a un œil assez aiguisé sur le monde qui l'entoure. Elle disait dans une interview récente à la Maison de la Poésie qu'elle avait cherché à développer une voix qui soit à la fois intime et formelle. Vous, en tant que traductrice, comment est-ce que vous avez dû travailler pour être à l'équilibre entre peut-être ces deux pôles-là qui pourraient nous paraître antagonistes? Qu'est-ce que ça a représenté peut-être comme difficulté de traduction, ces deux textes qui lui sont à la fois si personnels, mais où, comme vous le dites, elle invite autour d'elle, elle fait cercle autour d'elle? C'est une bonne question. Je pense que de toute façon, la traduction, c'est une question d'équilibre, hein. Donc, et les questions de l'intimité, et d'une attitude un peu formelle, de mettre malgré tout une sorte de distance, puisqu'il y a presque un côté, elle écrit un genre d'essai par moment, ça frôle la non-fiction, hein, mais que tout ça s'exprime, hein, par des mots, on reste malgré tout dans le langage, et moi je travaille avec ce langage-là.
la façon de fonctionner de la traduction, c'est tout le temps d'être en équilibre, de trouver la bonne distance. Hein. Donc voilà, tout se joue dans le choix, dans les choix des mots, hein, pour retrouver ce bon mélange de formalisme, elle est pas solennelle non plus, parce que encore une fois, elle est très drôle, elle s'acerbe, donc c'est le solennel, c'est pas trop son truc. Mais en tout cas, d'intime, ça, oui, complètement. Mais donc voilà, ça se joue dans le choix des mots, tout simplement. Vous évoquiez tout à l'heure toutes les personnes à qui elle doit des dettes. On peut penser notamment à Simone de Beauvoir, qui intervient de façon assez prégnante dans les textes, mais elle évoque aussi la figure de Virginia Woolf lorsqu'elle explique dans Le Coût de la vie qu'on lui a prêté un cabanon et que c'est devenu d'une certaine façon son cabanon à soi, comme Virginia Woolf avait sa chambre à soi. Est-ce que, en tant que traductrice, être dans les textes des autres, ça peut d'être d'une certaine façon avoir un cabanon à soi, ou comment est-ce qu'on s'arrange pour que les textes des autres deviennent un cabanon à soi? C'est un travail long, c'est un travail presque inconscient, je pense. Il faut aussi laisser travailler le texte en soi pour qu'on rentre dedans. Après, cette histoire de cabanon, on peut le voir de plusieurs façons. Si on le relie vraiment à Woolf et à l'économie, en fait, du travail d'écriture, les textes pour les traducteurs et les traductrices sont ce qui nous fait vivre. Hein. Pas forcément tous, mais c'est quand même, c'est notre source de revenus. Donc c'est aussi elles sont ces cabanons, ces chambres. Hein. Et après, je pense qu'il y a selon des textes, on est un peu plus dedans que d'autres. Je pense que c'est des histoires de résonance, d'affinité, hein, où on se sent peut-être un peu plus à l'aise. Hein. Mais je pense que ça, c'est un petit peu mystérieux. Qu'est-ce qui fait l'écho entre un texte et un traducteur, hein, à quel point on a du chemin à parcourir pour aller jusqu'au texte ou pas, ou si le texte est vraiment très très proche de soi. Donc voilà. C'est une matière qui reste tremblante peut-être tout du long, avec, qui peut garder ce tremblement, parce que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est cette zone peut-être un peu plus poreuse. Savoir qu'on n'atteint jamais de toute façon un idéal, que ça pourrait encore bouger. Oui, ça peut toujours bouger, et d'ailleurs d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et je pense que si je reprenais les textes aujourd'hui, plus d'un an plus tard, des choses changeraient légèrement. Donc il y a effectivement cet aspect mouvant au travail, et c'est ce qui fait une partie de sa beauté, de sa fragilité. Ça m'amène à penser que finalement ça nous rapproche à nouveau de Deborah Levy, puisque cette trilogie qu'elle signe, dont le 3e tome n'est pas encore sorti, s'appelle Living Autobiography. Il y a aussi l'idée peut-être de mouvement et de choses dans un état d'entre-deux. Oui, on revient au paradoxe dont on parlait tous les deux tout à l'heure, hein, parce que en fait, il y a ce double mouvement alors selon d'où on parle, selon si on est britannique ou américain, il y a deux noms en fait. Il y a Living Autobiography, Working Autobiography, et ça c'est pour la trilogie. Et le 3e texte s'appelle Real Estate. Et ça nous ramène à l'histoire du cabanon, au lieu à soi, et aux choses non pas qui est mouvant, bougeant, qui est en évolution, en travail, hein, mais quelque chose de concret, avoir des murs autour de soi, de pouvoir se poser et chercher une stabilité. Et c'est tout l'objet de ce 3e texte, hein, qui suit Déborah sur les différents lieux où elle se projette
installée et dans la stabilité, tout en vivant tout un tas d'aventures, dont certaines extrêmement cocasses. On retrouve ça, Puisqu'on en côté est un petit peu à ironique. puisqu'on en est à parler de concret, quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir ce tome paraître, déjà, en Angleterre et puis en France, sous votre traduction? Puisque j'imagine que vous prenez, le 3e tome également en charge? Je prends le 3e tome en charge. Alors si je me trompe pas, là, le 3e tome arrive en Angleterre au mois d'avril, hein, au plus tard au mois de mai, et il sera donc en français au mois d'octobre aux éditions du Sous-sol. Céline Leroy, je vous remercie pour cet échange. Je vous souhaite bon travail sur ce 3e tome quand il vous arrivera entre les mains. Merci d'avoir été parmi nous pour le Passaporta Festival. Merci beaucoup, Annelise.